den Rechten. Bir müşteri olan Den rechten Teil an der Nordseite. Moving forward. Pour lancer la discussion, comment dire, moi, dans ce que vous avez dit l'un et l'autre, il y a une ou deux choses qui m'ont frappé, donc que je me permets de vous livrer. La première, c'est qu'il me semble qu'il y a vraiment un point commun dans vos deux interventions, qui est que les élus locaux sont vraiment interpellés de façon différente par chacun d'entre vous, mais néanmoins, et la question que j'aurais envie de poser simplement pour ouvrir le débat, c'est selon vous, si on peut aller un peu plus loin sur le plan, on va dire, de l'expertise de ce que font les pouvoirs publics, avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics non seulement sont un peu inertes ou un peu à la traîne, comme vous l'avez dit, ils n'anticipent pas, mais est-ce qu'il faut carrément aller plus loin? Est-ce qu'il faut considérer qu'ils sont un frein à la créativité ou à l'inventivité ou aux solidarités qui peuvent émerger ici ou là, ça a d'ailleurs été dit hier, du côté des habitants qui essayent de trouver et de promouvoir leurs propres solutions? C'est une question que je me suis posée. Et puis j'avais une deuxième question aussi, mais parmi toutes celles qui vont être posées, comment ça se passe ailleurs qu'en France? Est-ce que ce que vous nous avez décrit, l'un et l'autre, c'est vraiment, on va dire, des freins ou des difficultés ou des ralentissements, pour filer votre métaphore, qui sont vraiment liés à la culture politique française ou à la culture de la mobilité française? Ou est-ce que c'est un phénomène que vous avez pu observer également dans d'autres pays d'Europe, notamment? Yann Le Gall, ça marche. Alors, sur la première question, oui, les élus des communes périurbaines ou des intercommunalités sont interpellés, mais ils ne fuient pas. Ils cherchent des solutions et ils n'en trouvent pas. Ils sont affolés de voir que les migrants vers la ville-centre, qui sont les plus importants, ça ne dure pas longtemps, hein, c'est un quart d'heure, 20 minutes, hein. Il suffira d'expliquer qu'il y a un petit problème de timing, enfin d'arrangement des horaires, etc. Mais ils sont paniqués parce que ça les submerge et dans l'avenir, ça va encore plus les submerger. Qui sont tétanisés. C'est pas un problème de mauvaise volonté, c'est un problème. Non, ils sont affolés d'abord. Hein, ils sont affolés. Et puis quand on est affolé, on n'a pas beaucoup d'idées bien rangées. Hein. Alors, ils sont preneurs de tout. C'est pour ça que. Alors, il se passe plein de choses qui vont être très bonnes. Il faut laisser foisonner un peu tout ce qui se passe. Le covoiturage. Ben, je suis désolé, par exemple, il n'y a pas que les aires de covoiturage. Il y a se passe dans les bourgs. Où sont les lieux où on va, dans la zone de rencontre que je vous ai dit, multiplier, amplifier ça. Il y a somme de zéro infini de plein de petites choses qu'il a bien décrit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur donner un cadrage politique. Ma stratégie, elle est politique. Et là, alors, je réponds un deuxième. Oui, c'est français. Parce que nous avons un corps en France, je ne citerai pas. Et citez-le. Bah non, c'est pas le corps c'est pas le corps des piétons et vélos, c'est le corps des voilà. Hein, et qui a fait des émules partout parce que les bouquins sont partout. Hein, et il y a les meilleures solutions comme les pires. Il n'y a pas de stratégie. Et la stratégie, ici, c'est celle de conserver le boulot à tous les ingénieurs qui sont issus de cela. Hein, j'ai même été au ministère pendant quelques temps, donc j'en sais quelque chose. J'ai fui au bout de 5 ans. Mais si je n'avais pas fui, je serais... Vous avez été résilient, alors? Oui, toute ma vie, puisque j'étais à la fois consultant et dans les agences. L'agence, j'y étais au début, je suis revenu après. Surtout, j'ai envie de liberté et de dire ce que je pense. Ça se voit, je pense. Hein. Bon, donc, effectivement, je quitte en claquant la porte les choses. Mais il y a une culture technique, mais je vais le dire quand même, une culture technique dont il faut faire la révolution. Quand je dis que, j'ai dit 2 fois exprès, qu'il faut substituer une logique de territoire, de ce qu'il y a sous nos pieds, autrement dit, la logique du piéton, de toutes ses formes, même l'handicapé, hein, Jean-Michel, substituer ça au réflexe des flux routiers, qui pose problème en pays urbain, 20 minutes le matin, sur la radiale qui va dans le métropole ou ailleurs. Hein. Il faut substituer ça. Et on nous invente un tas de choses pour ne pas le faire. Oser dire qu'on ne peut plus marcher à pied et à vélo sur une route départementale. Alors, on n'est pas sur Paris-Marseille, quand même. Hein. Il y a plein de routes départementales, notamment de niveau 2. Il y a un trésor, un patrimoine fantastique en France. Et il y a un corps technique qui a fait des petits, et tous les techniciens, quasiment. Moi, je m'en suis extirpé. Hein, ça me vaut des ennemis partout et puis des amis fidèles, hein, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, quand même. Hein. Avec des amis. Donc, il y a vraiment un corps français et francophone.
Hein, je suis allé en Algérie, au Maroc, à la Côte d'Ivoire, on trouve la même chose qui a été reproduite, clonée. Clonée. C'est vertical. Les bouquins sont en haut. Hein. Bon, je vais vous donner un exemple. Attendez, on va laisser Marc Dumont donner son sentiment. L'exemple, tout le monde, ceux qui me connaissent savent bien que je suis amoureux et j'en fais un paquet, ça me rapporte un paquet de fric, hein, les ronds-points. Mais alors je vais me faire revenir, mais pour parler de ça, si vous ne dites pas d'entrée de jeu qu'il y a les grands giratoires et les petits ronds-points, je hais les premiers, j'aime les autres, je démolis les premiers, je fais les autres. Parce que les architectes, par exemple, les usagistes, ils confondent tout. Ça les arrange parce que comme ça, ils balancent les ingénieurs. Les ingénieurs sont mes amis, moi je veux m'occuper d'eux, moi, j'en suis. Hein. Alors voilà, là, il faut changer la doctrine technique totalement. Il faut mettre à la poubelle les bouquins de Certus sur les giratoires. Il y a un expert en France, c'est comme ça en France, il y a un expert, il est dans le public, jamais dans le privé. En Suisse, en Belgique et ailleurs, vous avez des experts du privé. Moi, j'en ai fait dessiner quelques milliers, j'en ai fait un certain nombre. On ne m'a jamais rien demandé, au contraire. Surtout pas du légal. Et moi, je tiens tout d'un anglais, privé, public aussi, parce qu'il a été nommé par la reine pour mettre au point off-side priority, c'est-à-dire les priorités à la gauche, à droite d'abord. En Angleterre, je n'ai pas le droit à la parole. Heureusement, en privé, avec peu de monde dans mon cabinet, je m'en tire avec 10 clients. Mais si j'avais 200 personnes, je souffrirais beaucoup, parce qu'on me ferait la peau. Il y a ça en France. C'est dit. Ben, ceux qui sont là, qui peuvent se défendre, qu'ils le fassent. Ça ne me dérange pas. Et on va leur donner la parole. Marc Dumont. Et dans le pays urbain, c'est très important. Hein. Alors c'est difficile de vous répondre, c'est assez large en fait comme question, ça renvoie très loin. D'abord c'est sûr qu'il ne faut pas faire d'un bloc élus et techniciens, donc j'ai fait ça d'abord, c'est vrai, d'un bloc, c'est complexe et ces élus, je pense, j'ai repensé en écoutant votre question au titre de l'ouvrage de François Hacher, ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. C'est sûr que ces élus sont pris dans des contraintes extrêmement fortes de tous ordres et donc que dans ces contraintes, ils ont aussi à gérer une situation qui les dépasse complètement. Donc ils n'ont pas les instruments, ils n'ont pas les clés en main, ils n'ont pas donc c'est surtout pas un... donc c'est la première remarque que ça me faisait un peu suggérer. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est, je crois on l'avait déjà dit dans un autre contexte, mais on est quand même en France dans un territoire qui a organisé l'étalement urbain. La DATAR, avec la politique d'une desserte équitable de l'ensemble du territoire, en fait, a organisé l'étalement urbain. Mais donc ça, c'est une difficulté aujourd'hui qui fait que la différence est très forte, par exemple, par rapport à la Suisse. On a un découplage, comme l'avait noté Marc Viel, hein, le couple infernal en France entre la ville et entre l'urbanisme et la mobilité, qu'il n'y a pas, par exemple, eu en Suisse, où l'urbanisation, c'est très frappant de voir que quand vous allez dans les centres commerciaux en Suisse, ils sont à immédiate proximité, par exemple, pour certains d'entre eux en tout cas, de transport en commun, de lignes de transport en commun. En France, on le fait, mais après coup. C'est quelque chose qui essaye une tendance qu'on a essayé d'insérer dans les Grenelle 1 et Grenelle 2. Juste peut-être je trouve quand même que ça pose comme des questions très lourdes à terme par rapport à d'autres contextes justement, qui est de savoir comment peuvent évoluer justement les situations de rupture en fait. Et je pense que par rapport aux situations de rupture, il y a des modèles, on en a évoqué quelques-uns, alors les scénarios ce matin ont été évoqués, mais je trouve que c'était intéressant, ça a fait sourire hier. Moi, je trouve très bien le film de Stéphane de Goutin, et aussi parce que c'est une réalité. C'est pas qu'un film, c'est une réalité. Il y a un photographe qui a pris dans les périphéries de Détroit, aux États-Unis, ou dans un certain nombre de villes américaines, dans lesquelles il y a des friches pavillonnaires. C'est quand même un modèle qui peut être aussi à terme dans les zones, j'en sais rien. Mais on peut ne pas s'interdire non plus de considérer aussi les situations qui se passent ailleurs, en se disant, est-ce que dans 20-30 ans, peut-être, ce qui se passe aussi en Amérique du Nord, ça peut peut-être être le cas en France, j'en sais rien. Mais, dans certains endroits d'Amérique du Nord. Oui, en certains endroits. C'est pas généralisé en Amérique du Nord. Mais enfin bon, donc il y a des villes périurbaines fantômes. Oui. C'est ça que vous êtes en train de décrire. Bon, merci. Alors, est-ce qu'il y a... Qui veut... Ah, le Danemark. Heureusement que vous êtes là pour nous parler du modèle danois. Mais je crois que c'est important. Oui, bonjour. Alors, Yann Le Gall, moi, je vis depuis très longtemps au Danemark et c'est très frappant, la logique de la bicyclette. Ce qu'il se passe d'abord, c'est que toutes les petites villes, parce que la plupart des gens qui vont au Danemark, souvent, ils vont à Copenhague. Alors, ils voient qu'il y a plein de bicyclettes partout et que tout est organisé pour ça, d'accord ? Et surtout que c'est beaucoup moins risqué qu'à Paris. N'importe quel Danois n'oserait pratiquement pas rouler à Paris. Mais quand on sort du Danemark, pratiquement tous les villages sont reliés par des voies cyclables qui ne sont pas du type que celles que vous proposez, parce que les Danois n'oseraient jamais aller dessus. Ils ont une bande blanche au milieu avec des gens qui vont dans... C'est comme une route qui est juste à côté de l'autre route.
Et alors, ce qui se passe, c'est que toute école, à 5 km, il y a un réseau de bicyclettes, et les enfants vont à l'école à bicyclette. Il y a aussi des cars et des trucs comme ça, mais ce qu'on encourage, c'est les bicyclettes. Or, comme ils savent ça depuis qu'ils sont petits, eh bien, une fois qu'ils vont avoir une voiture, ils savent aussi ce que c'est que d'être une bicyclette. Donc, ils ont un comportement beaucoup plus prudent vis-à-vis des gens qui sont en bicyclette quand ils sont en voiture. Ensuite, quand ils ferment une école, eh bien, s'il n'y a pas de piste cyclable qui va relier le village en question où l'école a été centralisée ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une route cyclable à côté de l'autre route, sinon personne ne l'accepte. Et un truc aussi intéressant, je trouve, du fait de la tradition protestante, qui fait que l'Église, c'est quelque chose où on se met d'accord, on choisit son curé, c'est un pasteur. Donc dans chaque village, il y a une maison communale qui est gérée, autogérée par les gens, où on fait les fêtes, où on va faire les anniversaires et les trucs. Et donc, alors, quand on arrive là, on se dit, c'est marrant, ça fait un peu bizarre, mais effectivement, on peut aller faire ça à bouffer, organiser ses fêtes, et c'est une tradition. Et si on ferme l'école, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser l'école, on va la faire promouvoir comme centre culturel mini dans le village. C'est-à-dire il y a une culture qui se développe comme ça, qui est fondée sur la tradition. C'est-à-dire sur le fait qu'il y a eu un développement économique et social et culturel, il y a des mots en danois qui me viennent, excusez-moi, qui est un gros bone. Alors le fondement sur lequel se développe. Alors, quand vous proposez de faire des pistes cyclables comme ça, c'est joli, c'est sympa. Ceci dit, il va y avoir d'énormes critiques. Non, mais j'aime bien, moi je suis pour absolument. Hein. Je suis absolument pour. Quand je vais dans la Drôme et que je vois toutes les petites pistes, etc., j'ai peur de rouler dessus quand même, bien qu'elles soient indiquées. C'est génial de faire la bicyclette dans la Drôme. Il y a plein de... Vous savez, la 79, la 49, etc. Mais on a quand même peur, quand on fait la bicyclette au Danemark, de faire la bicyclette dans la Drôme. Faites-en boulevard Magenta. Sûr. Hein, pardon ? Faites-en boulevard Magenta à Paris, là, tout près d'ici, vous serez... Oui, en sécurité. J'ai été voir, ouais, j'ai vu même juste à côté là. Oui, j'ai fini. Alors, ce que je crois aussi, c'est qu'il faut faire un lien avec les possibilités de reconversion de la culture traditionnelle, non pas en renvoyant à l'Église d'antan qui n'a plus du tout l'image qu'il correspond, en essayant de trouver des formes associatives qui peuvent soutenir ce genre de truc, un peu comme ils l'ont fait au Danemark, si vous voulez. Mais si vous n'êtes pas allé au Danemark voir l'idéal cycliste, allez-y, parce que c'est incroyable. Je veux dire, c'est par rapport à ce qu'on voit en France, c'est incroyable pour la cyclisme. Merci Dominique Bouchet. Madame. Oui, alors Catherine Morancy de l'École polytechnique de Montréal. Donc, je suis ingénieure, je suis montréalaise. Là, Yann Le Gall, vous décalée. Allez prendre cher. Donc, en fait, différents commentaires sur ce qui a été dit. Première chose, sur la comparabilité avec d'autres régions non européennes, je dirais que ce qu'on a vécu à Montréal, et on est à cheval entre ce qui se vit aux États-Unis et ce qui se vit en Europe, je dirais. Il y avait beaucoup d'improvisation dans le développement des territoires de banlieue et périurbains, au niveau des unités de logement notamment. Et ce dont on n'a pas parlé beaucoup ici, c'est l'offre d'activités. Donc, on peut bien souhaiter que les gens marchent, qu'ils prennent le vélo. Et on a évalué à Montréal le potentiel du vélo, le potentiel de la marche. On est autour de 10 % des déplacements quotidiens qui pourraient se faire à pied si on tient compte des distances. 18 % qui pourraient se faire à vélo si on tient compte des distances que les gens sont prêts à parcourir. Mais évidemment, il faudrait qu'il y ait des lieux où aller. Et ce qu'on a observé aussi, c'est qu'on a beaucoup de développement de grands commerces, là, ces power centers. Et ce qui se crée, c'est que les urbains vont maintenant magasiner dans ces power centers. Donc, on a aussi une contribution à la modification des comportements de type de mobilité des urbains qui sont liés à ce qui se développe en périphérie. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être développé aussi. Et ce dont on ne parle pas ici, et je pense que ce n'est pas un problème, et ce l'est chez nous, c'est les déplacements domicile-école. Donc, on ne parle absolument pas de ces déplacements, alors qu'au Québec, avec les collèges privés et la trame publique, on a eu éclatement des distances domicile-école, et ça crée une complexité dans les chaînes de déplacement des familles qui vivent principalement dans les banlieues et dans le périurbain. Donc, c'était pour vous rassurer sur l'improvisation et le fait qu'actuellement, on est à la remorque, c'est-à-dire que les promoteurs développent des lieux d'activité, des lieux de résidence, et les institutions, en fait, les autorités responsables des transports doivent essayer de faire une offre de transport pour éviter que les gens y aillent en voiture, ce qu'on sait qui sera totalement pas matérialisé. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ces deux témoignages et ces deux éclairages, mais vous savez que la séquence arrive à son terme, me dit-on. Donc, on peut répondre quand même. Vraiment, mais alors, en une minute, Attendez, si vous le voulez bien, Yann Le Gall. Attendez, il faut distinguer pour unir quand même. Mon propos n'était pas sur les vélos ou sur les piétons. Hein.
Mon propos était de préparer une révolution culturelle technique. Et je m'adresse à des élus qui sont mes clients. Je sais bien qu'il y a des bons techniciens, des ingénieurs, etc. Vous, moi. Bon, bien sûr que je connais un peu le Danemark, quand même, les 45%, puis vous visez 55%. Nous, on est à 2. Donc il y a un fossé énorme. Alors, pour des politiques qui ont un fossé énorme à franchir, il faut leur donner une stratégie. C'est compliqué. C'est ça mon propos. Le plan de modération des vitesses intercommunal, c'est pour des élus. C'est un document stratégique, facile à mettre en place. Mais on le met dans l'après-midi, si vous voulez, en place. Enfin, pas en place, on le met. Donc, tant que les élus paumés, harcelés, de bonne foi, n'ont pas des outils stratégiques, notamment en face d'un monstre technique en France, et je suis d'accord avec vous, elles sont minables, nos trucs, c'est vrai, on sera toujours dans le même panier. Voilà mon propos. C'est quel outil stratégique peut-on mettre pour la vie apaisée, fluide en même temps, parce que aussi on passe d'un truc à l'autre. Hein. On donne un architecte, un paysagiste, une route, et puis il vous en fait une salle à manger. C'est plus fluide non plus, à tous les ronds-points. Tout de suite et économique. Bon, moi je prétends que ce qu'on propose là, c'est facile à faire. Et on espère bien arriver au 10e de ce que vous avez fait en Danemark. Voilà, c'est ça. Moi je suis pour mes collègues ingénieurs, parce qu'ils vont dans le mur. Donc je les critique, mais je les aime. Et vous les plaignez. Parce que je les aime que je les critique, parce que je les critique que je les aime. C'est ça non, on est absolument d'accord. De Copenhague, arrêtez. Chaque fois qu'on voit ça, nous on est complètement écœurés. Alors on est content parce qu'à Nantes, on vient de faire 2 points de plus, on vient de sortir une enquête. On est passé de 2,5 à 4,5. Oh là là, waouh. Alors tout le monde, vous allez voir la presse ces jours-ci, regardez bien là. À Rennes, tu vas voir West France. Voilà, ça. Au moins 2 chiffres. Au moins 2 chiffres. Et puis, un espace public qui n'est pas dévolu, ce n'est pas à des techniciens qui appliquent leur truc, mais à tout le monde, pour tous. Et voilà, c'est tout. C'est simple, non? Ça a l'air très simple. Ce qui est simple n'arrive pas à se mettre en place. Moi, c'est une grosse question. Et pour les chercheurs, allez-y. Parce que moi, j'ai pas la réflexion. Ça me fascine. Alors, je continue à faire mon têtu. Bon, merci beaucoup. Ça fait 40 ans que ça dure. Merci. Italien